Bonjour tout le monde, c'est Matt Wallace avec une autre vidéo de compétences essentielles. Cette vidéo, c'est très différent des autres. Cette vidéo, c'est seulement pour les employés des agences, surtout les employés qui ont pris le programme de mentorat des compétences essentielles. Cette vidéo va expliquer la capacité de raisonnement. Comme vous le savez, la capacité de raisonnement est une des 9 compétences essentielles. Je vais partager mon écran. La capacité de raisonnement, c'est une des 2 compétences essentielles qui sont divisées en applications. Les applications, simplement, ça veut dire des sous-compétences. Il y a 6 applications de capacité de raisonnement. L'autre compétence avec les applications, c'est le calcul. Il y a 6 applications, il y a 5 applications. Les applications de capacité de raisonnement sont les suivantes, sans ordre particulier, il n'y a pas d'ordre. Le premier, c'est l'utilisation particulière de mémoire. Il faut que je vous dise que ce logiciel n'a pas d'accent aigu, pas d'accent grave. Je ne peux pas le mettre. L'autre, c'est résolution de problème, excuse. Troisième, c'est pensée critique. Quatrième, c'est prise de décision. Cinquième, c'est recherche de renseignements. Et sixième, c'est planification et organisation de son travail. On va examiner chacune des 6 individuellement. Lorsqu'on parle des compétences essentielles, on les examine toujours avec 2 choses en tête. La première chose, c'est quoi la compétence et quelles sont les tâches lorsqu'on l'utilise. Et le deuxième, c'est qu'est-ce qui rend les compétences plus complexes. Dans le monde de compétences essentielles, la difficulté de la compétence, on dit complexité au lieu de difficulté. On va examiner l'utilisation particulière de la mémoire, premièrement. L'utilisation particulière de la mémoire, il faut noter que ça dit utilisation particulière de la mémoire. Et la raison pour ça, c'est des choses quotidiennes comme les noms de vos collègues et où vous travaillez, l'endroit, des choses quotidiennes comme ça ne comptent pas comme la mémoire. C'est une utilisation particulière ou significative, c'est un autre mot. Il y a 3 types. Le premier type, c'est la mémorisation intentionnelle. La mémorisation intentionnelle qui s'agit à long terme comme un casier d'épicerie qui se souvient des codes de produits. Par exemple, les bananes, c'est 4011. Sur des codes de produits ou des codes d'alimentation en vrac, il y a toujours un code de 4 ou 5 chiffres. Et il ne faut pas mémoriser tout, mais c'est plus facile à scanner ou à peser si on rappelle les codes. Aussi, un chauffeur de taxi qui se souvient des rues et des endroits. Et aussi, un représentant de vente qui se souvient des détails sur leurs clients et se souvient de leurs besoins. Le deuxième type, c'est la mémorisation à court terme. Un bon exemple de ça, c'est des serveurs ou des serveuses qui
qui se rappelle des plats du jour qui changent chaque journée. Aussi, ils se rappellent des commandes de leurs clients sans écrire. C'est de mémorisation à court terme. Le troisième type, c'est un peu plus compliqué que les autres. C'est des événements particuliers. Ça veut dire c'est des événements particuliers qui font de la mémorisation sur une seule exposition. Exemple, un garagiste qui se souvient de ce que cela signifie quand une voiture fait un certain bruit. Ce sont des événements d'apprentissage uniques. Ils n'ont pas fait la mémorisation intentionnelle. Ça veut dire juste quelque chose a se passer et ils se souviennent qu'est-ce que ça veut dire quand ils entendent ce bruit-là d'une auto. Okay, le deuxième type, je vais arrêter le partage d'écran. Le deuxième type, c'est la recherche de renseignements. La recherche de renseignements peut être procédurale, comme il faut vérifier un manuel de politique, un catalogue de pièces, un dépliant ou un répertoire. Par exemple, il faut que tu appelles un collègue de travail et tu as oublié leur poste téléphonique. C'est évident que tu dois vérifier le répertoire des employés. Autrement dit, le travailleur sait où il doit chercher. Il peut également être moins dirigé. Par exemple, il faut faire des recherches à travers de multiples sources pour compiler ou synthétiser l'information. Par exemple, un guide touristique qui rédige un scénario pour une visite en autobus ou un cuisinier qui va créer une nouvelle recette. Ils peuvent vérifier plusieurs sources de renseignements et ils compilent leurs informations. La troisième application de la capacité de raisonnement, c'est la planification et organisation de son travail. Cela dépend du degré de contrôle qu'un travailleur exerce sur son travail. Certains travailleurs remplissent des listes de contrôle et ne décident pas vraiment ce qu'ils font au travail. Par exemple, un travailleur qui accomplit des tâches répétitives comme un entreposeur à l'épicerie, un livreur de journaux ou un nettoyeur. Il y a parfois des changements ou des interruptions, mais ils sont habituellement mineurs. Certains travailleurs peuvent créer leur propre horaire, planifier leur rendez-vous et diriger eux-mêmes leur travail, comme un représentant de vente, un agent de vente qui planifie leur propre voyage et les rendez-vous avec les clients, des clients potentiels. Cette application tient également compte de la fréquence à laquelle le travailleur est perturbé ou interrompu de le travail. Cette application, autrement dit, combien de personnes peuvent dire au travailleur quoi faire. Ce sont des facteurs qui contribuent à la complexité du travail. S'il y a plusieurs sources des tâches, par exemple, tu as deux boss ou un gestionnaire et un superviseur, les deux personnes peuvent dire quoi faire et ça devient plus complexe quand il y a multiples sources de tâches. La résolution de problèmes et la prise de décision, son application numéro 4 et 5, vont souvent de pair, mais pas toujours. Nous allons d'abord examiner la résolution de problèmes. La résolution de problèmes est souvent une exigence quotidienne d'un emploi, comme un garagiste qui a besoin de diagnostiquer un problème avec un véhicule, ou un commis d'épicerie qui a besoin d'aider un client qui est mécontent d'une pénurie
d'un article qu'il voulait acheter. Par exemple, c'est dans le circulaire, c'est on sale, mais il n'y a pas qui reste. C'est un problème pour les clients. Un boulanger qui n'a pas d'ingrédients qu'il a besoin, est-ce qu'il peut le remplacer avec quelque chose d'autre? C'est une résolution possible. Un métier qui a un outil qui est cassé ou manquant. Dans la plupart des cas, il faut prendre une décision. Ça démontre comment la résolution du problème et la prise de décision sont liées. La prise de décision en fait souvent partie de la résolution du problème, mais pas toujours, comme je l'ai dit. Par exemple, un nettoyeur doit choisir un fournisseur de produits de nettoyage. Il prend une décision sans résoudre un problème. Ça, ce n'est pas toujours lié ensemble. La prise de décision devient plus complexe selon s'il existe une méthode établie pour faire la décision, ou pour prendre la décision, je m'excuse. Cela devient aussi plus complexe si vous faites la mauvaise décision, quelles sont les conséquences? Autrement dit, deux fois, si vous faites la mauvaise décision, les conséquences sont pas pires. Par exemple, un casier qui doit décider s'ils vont accepter un article de retour d'un client. Ils sont pas satisfaits avec un achat. Il doit faire une décision. Mais les conséquences de la mauvaise décision ne sont pas graves. Aussi, un casier qui vend l'alcool ou des cigarettes, il doit décider s'ils vont demander pour l'identification. Les conséquences sont un peu plus graves s'ils font la mauvaise décision. Il peut s'agir des conséquences légales pour le magasin, ou un policier qui doit décider quoi faire dans une prise d'otage. Cela peut avoir des conséquences majeures et irréversibles. Enfin, nous avons la pensée critique. La pensée critique, c'est la sixième application et la dernière. La pensée critique exige toujours un certain jugement ou une évaluation qui doit être faite. Un gestionnaire qui trie les CV décide qui mérite un entretien d'embauche et qui ne mérite pas. En fin de compte, ils prennent une décision. Alors, vous pouvez voir que la pensée critique est liée avec la prise de décision aussi. Aussi, un caissier qui doit juger l'état d'un article retourné. Un travailleur de la petite enfance ou une gardienne d'enfants qui doit évaluer les progrès des jeunes avec lesquels il travaille. Il doit évaluer les blessures des enfants, ou ici il doit décider sur des livres à lire des enfants. Est-ce que c'est approprié pour leur âge? Un boulanger ou un cuisinier juge la qualité des ingrédients qu'il achète. Aussi, il critique leur propre travail, leur propre création, et il décide s'ils sont aptes à être vendus ou servis. C'est la critique, c'est l'évaluation. Les mots juger, critiquer, évaluer ou même choisir figurent habituellement dans les tâches de pensée critique. Le raisonnement, en conclusion, le raisonnement fait partie de chaque travail à des degrés divers. Certains emplois exigent beaucoup de réflexion individuelle et d'autres juste un peu, mais tous les emplois en exigent. Le raisonnement est une compétence difficile à enseigner aux apprenants et c'est essentiellement appris par la pratique et l'autoréflexion. Pour devenir un meilleur penseur, nous devons penser à nos propres décisions et savoir si elles peuvent être améliorées. Anyway, merci pour avoir regardé. On va avoir des autres vidéos
qui sont juste pour les employés des agences de PSSE. Merci et à la prochaine.